Aujourd'hui, je vais t'inviter à explorer le concept du couple parfait parce que c'est un sujet qui mérite vraiment notre attention. Je sais que nous avons tous au fond de nous des aspirations à être le couple parfait. Nous voyons aussi autour de nous des couples que nous considérons comme parfaits. C'est une situation que nous remarquons souvent lorsque des couples se séparent et que les gens disent « Mais pour moi, c'était le couple parfait ». Nous continuons à croire en l'existence du couple parfait et en même temps nous y aspirons, soyons honnêtes avec nous. Je vais te poser plusieurs questions aujourd'hui pour que tu puisses réfléchir avec moi à cette aspiration, aux inconvénients, à la réalité aussi, parce que j'aime qu'on se pose dans une véritable réalité, celle dans laquelle on peut effectivement construire le bonheur. Alors que nous continuons à croire en l'existence du couple parfait, alors que nous continuons à aspirer à l'existence du couple parfait, et même en espérant que ce fameux couple parfait soit celui dont on fait partie, la première question que je me pose est pourquoi ? Pourquoi nous avons ce rêve du couple parfait ? Qu'est-ce qui nous pousse à espérer vivre cette perfection dans notre relation ? En général, nous souhaitons que nos amis et proches vivent un couple parfait, mais bien sûr, nous aimerions que ce soit aussi notre cas. Et forcément, une question liée à celle que je viens de poser, c'est parfait, oui, mais sur quelle base ? Quel est le standard, le modèle ou bien la référence que nous utilisons pour parler de couple parfait ? Vers quel idéal nous focalisons-nous ? D'ailleurs, nous connaissons bien ce type de phrase à la fin des histoires et des films. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est parfait pour les dessins animés pour enfants, et vous savez de quoi je parle. Mais ça, c'est Disney, et ça n'est que Disney. Parce que le couple réel ne se poursuit pas comme ça. Si vous regardez la cinématographie actuelle, à part quelques drames, les films d'amour finissent souvent par un happy end. Ça nourrit l'impression que, comme dans ces films, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, c'est une manière ordinaire de vivre. Or, c'est une manière de dire aux adultes, voilà une vie rêvée qui ne correspond pas à la vôtre en réalité, parce que nous sommes au cinéma. Il nous est difficile d'imaginer qu'à la fin d'un film comme Coup de foudre à Notting Hill, l'un des films les plus connus en termes de films d'amour, ce couple se soit séparé et ait connu des épreuves, des périodes très difficiles après avoir choisi de vivre ensemble. Ou bien dans un autre film avec Julia Roberts, où elle joue une prostituée qui tombe amoureuse d'un homme d'affaires, Pretty Woman. Nous avons besoin de croire que les choses se terminent bien et que nous avançons vers l'idéal d'un couple parfait. Mais quand cet homme arrive avec sa voiture et qu'il monte sur le toit de la voiture comme le chevalier, comme elle l'espérait, cette fameuse Pretty Woman, eh bien, le film s'arrête là. Et c'est un film. D'ailleurs, en observant votre propre union, qu'elle soit officialisée par un engagement ou non, et en considérant celle de vos amis et proches, vous remarquerez que la manière dont le couple est constitué fait souvent rêver. Pendant quelques heures, voire quelques jours, on espère être différent, on espère être le couple qui n'a rien à voir avec les autres, le couple parfait. D'ailleurs, pendant les mariages, les robes symbolisent cette dynamique où les femmes s'habillent avec des robes de princesse et les hommes avec des costumes qu'ils ne porteront qu'une seule fois dans leur vie. En fait, en recherchant les raisons pour lesquelles femmes et hommes se parent ainsi pour le mariage, on découvre une empreinte de royauté, de richesse, de princesse, une volonté de montrer quelque chose de magnifique qui fait rêver. Je ne suis pas en train de dire de venir en jean basket avec un t-shirt à un mariage. Je suis en train juste de demander de prendre conscience de ce qu'on est en train de chercher à véhiculer. Pourquoi semer le rêve utopique du couple parfait ? En quelque sorte, on adopte une tenue qui fait rêver et on crée des espaces qui inspirent parce que nous voulons bâtir notre couple sur cette notion de perfection. Vous en avez peut-être conscience, ou peut-être ne l'aviez-vous jamais remarqué. Maintenant que vous comprenez cette dynamique, vous réalisez peut-être, toi et ton partenaire, que vous êtes loin d'être
le couple parfait. Si vous êtes marié depuis quelque temps ou même en couple, sans mariage, il peut sembler que l'union, ou parfois même le mariage, dit-on, nuit à la relation, comme si elle pouvait être responsable, cette cérémonie de mariage ou ce phénomène mariage, de l'échec de la vie conjugale. En réalité, que vous soyez en union libre, en vie maritale ou marié, ce n'est pas le mariage qui change la dynamique du couple. Si vous vivez ensemble sans être marié, vous pourriez très bien vivre une situation similaire à ceux qui sont mariés. En réalité, le mariage n'a pas d'impact particulier sur la vie quotidienne d'un couple. Ce qui peut rendre les choses plus compliquées, c'est la dissolution du mariage qui est souvent plus complexe que celle d'une union libre. Il y a des avantages et des inconvénients de ces deux côtés, c'est certain. Mais en statistique, on a autant de séparations non mariées que de séparations vie maritale. Je voudrais qu'on continue à rêver tout de même. Seulement, je voudrais que l'on rêve juste. Vous vous rendez peut-être compte que, mariage ou pas, vous avez rêvé d'un couple parfait. Et que cette aspiration a laissé place à une certaine déception en réalisant que vous n'êtes finalement pas le couple parfait et que vous ne le serez peut-être jamais. Ce sentiment de découragement et de frustration peut être compréhensible, mais je voudrais m'arrêter sur ce point aujourd'hui pour vous aider à ne pas tomber dans ce désespoir, à ne pas baisser les bras en vous disant c'est fini, voilà, c'est comme ça, c'est minable, notre couple c'est mort, il est pourri ou il est bof, on va faire avec un couple bof. Non. Le couple parfait peut exister en réalité, et je vais vous expliquer dans quel contexte et quel profil il peut avoir, mais certainement pas celui que nous avons créé et continuons à créer dans la mentalité populaire. Un couple qui est constitué de deux entités uniques, deux personnes avec des parcours et des histoires distinctes, des approches variées, de la gestion des conflits, de la tendresse, de la conjugalité, de l'éducation, de manières complètement différentes et forcément naturellement différentes, de vivre la sensibilité, des manières d'exprimer et de recevoir l'amour et d'affirmer la vérité, l'authenticité, la communion, la relation, etc., etc. Ça fait partie de la vie conjugale, c'est normal. Attention, je ne parle pas d'opposé. Parce que dire que mon conjoint est totalement opposé à moi ne signifie rien. Et ce n'est pas constructif. Ça alimente l'idée d'une incompatibilité conjugale éventuelle. Donc c'est pas pertinent d'aborder la qualité conjugale en termes d'opposé. Cependant, il existe indéniablement des différences qui ne doivent pas être jugées comme des oppositions, mais acceptées comme des différences, parce qu'elles sont des différences. On constate même dans une fratrie, monozygote, des différences de tempérament, des différences physiques, des dissemblances de point de vue, de sensibilité, etc. Même s'il existe de nombreux points communs, il est tout à fait normal de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de relation sans différence entre deux individus formant un couple, même si c'est un couple de jumeaux, même s'ils sont issus de la même famille. Qui plus est pour un couple qui est constitué de deux personnes qui sont issues de milieux familiaux différents, de cultures différentes, d'histoires différentes. Certains couples diront parfois « Ouais, mais c'est parce que nous ne venons pas du même milieu que c'est difficile. » Et en réalité, ça n'a rien à voir du tout. La difficulté réside dans le fait que vous ne partagez pas les mêmes valeurs fondamentales. J'ai déjà évoqué ça, je ne sais pas combien de fois, dans des nombreux podcasts. Et ça façonne votre vision de la vie qui va forcément être différente. C'est ça qu'il est primordial d'entendre, d'accepter, de recevoir, d'engrammer, d'imprimer en soi. Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir s'il était envisageable qu'un couple constitué de deux personnes de religions différentes soit heureux. La réponse est oui. Tout à fait. Parce qu'en réalité, la religion n'a rien à voir avec ça. Ce qui a à voir avec le bonheur, c'est la capacité à accepter la différence de l'autre, à accepter les différences de valeurs et de vision de la vie de l'autre, et à travailler de manière à ce que ces différences
soient respectivement soutenues, même par le partenaire, et qu'en même temps, elles permettent une vision convergente de la vie. Dès qu'on arrive à ça, le couple peut être heureux. Je repose la même question que tout à l'heure. Peut-on parler d'opposé dans un couple ? Et je continue à éviter les termes d'opposé ou de divergent. Parce que je ne sais pas ce que ça signifie en fait sur le plan relationnel. Divergente, c'est plus facile à aborder en disant voilà, on voit que l'on n'a pas les mêmes points de vue et qu'on ne va pas dans la même direction. Mais en quoi c'est divergent ? Je ne sais pas. Est-ce que l'un veut être généreux et l'autre aussi, mais pas de la même manière ? Si c'est ça, est-ce que c'est opposé ou est-ce que c'est divergent ? Non, c'est différent. La prise de conscience de ces deux univers qui existent, qui coexistent, voire de ces multivers, avec des familles recomposées en plus, explique la raison pour laquelle être un couple est quelque chose de particulier et de très spécifique. Imaginez un homme issu de parents séparés lorsqu'il avait, disons, 8, 12 ans ou 15 ans. Chacun de ses parents s'est remis en couple. Il va chez l'un, puis chez l'autre, et voit deux manières différentes de vivre en couple. En fait, il en a connu trois. Une qui était plus ou moins stable, et deux autres qui ne le sont peut-être encore plus ou moins. Vous comprenez qu'on est dans une société où il est plus difficile de construire une stabilité conjugale. Certains sociologues parlent même d'une période où les enfants seront en rébellion vis-à-vis de leurs parents, avec de nombreux reproches concernant justement la fragilité de leur incapacité à maintenir un couple stable et solide tout au long de leur vie. On pourrait ajouter à cela que cette instabilité s'apparente à la mutation professionnelle, qui connaît des complexités identiques aux mutations conjugales, on va dire. D'ailleurs, au lieu de parler de séparation conjugale, on pourrait parler de mutation conjugale. De la même manière, les couples se forment et se défont, tout comme les carrières professionnelles se construisent et se défont, tout comme les projets de vie se construisent et se défont, pour laisser place à un autre projet. Si l'on regarde en arrière, 3 ou 4 générations en amont, on se rend compte qu'on restait en couple de A à Z avec la même personne. De la même manière, on exerçait souvent le même métier du début à la fin de sa vie, on va dire, professionnelle. Ce parallélisme entre la vie conjugale et la vie professionnelle, entre l'engagement à deux et l'engagement professionnel, est intéressant à considérer dans sa complexité actuelle. La question n'est pas de savoir si c'est mieux ou pire, s'il faut juger cela comme bien ou mal. Il s'agit de constater ça et de se demander comment on peut être un couple aujourd'hui en prenant en considération ces paramètres-là, avant même de songer à être un couple parfait. Songeons d'abord à être un couple. Si on aspire à un couple parfait, pourquoi pas ? Mais il doit être différent de l'idéal hollywoodien ou de ce que l'on voit à la télé, quelle que soit la série. Sachant que ce sont des fictions, je le rappelle. Important de se le rappeler. Que ce que l'on voit dans les magazines People, dans les films, sur les réseaux sociaux, ce sont des faits divers, des fictions, des fenêtres ouvertes sur quelques moments de la vie d'un couple, mais ce n'est pas la vie du couple. Même lorsque on passe une soirée entre amis, on voit les amis dans un instant de vie, même de vie de couple, mais on n'est pas dans leur vie entière. Même si votre meilleur ami vous confie des détails sur sa vie de couple, vous ne pouvez pas dire que vous aimeriez vivre la même chose parce que ce n'est pas vous. Vous ne savez pas si vous pourriez supporter ou apprécier ce que lui vit avec son conjoint parce que vous n'êtes pas avec cet autre conjoint, vous êtes avec le vôtre. Vous êtes dans une alchimie unique avec votre partenaire. D'ailleurs, il est fort probable que si vous vous retrouviez avec le partenaire de votre ami, vous réaliseriez que l'herbe n'est pas forcément plus verte de l'autre côté. En vous rapprochant, vous verriez peut-être des mauvaises herbes, des réalités moins idéales. Pour les couples qui ont changé de partenaire avec ceux de leurs amis, l'illusion d'un idéal projeté peut vite être déçue. C'est un fantasme, un mirage, qui systématiquement s'écroule. Je crois utile de comprendre cela.
Et je voudrais continuer en m'arrêtant sur le vrai couple parfait dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que ça existe. En fait, il serait plus juste de parler de véritable couple parfait. Chaque perfection conjugale est propre à un couple. La perfection conjugale de mon voisin avec son conjoint ne peut pas être ma perfection conjugale. Il y a des éléments généraux, c'est vrai, mais la réalité quotidienne, elle est multifacette et plurifactorielle. Ce qui fonctionne pour un couple ne fonctionnera pas forcément pour un autre, même s'il y a des principes généraux. Donc je prends l'exemple d'un couple où l'un dit pour ma femme, quand il y a ceci ou cela, je fais comme ci, comme ça, et ça marche. Tu devrais faire pareil avec la tienne. Mais en appliquant ça chez moi, je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Chaque couple est unique, et ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre, sauf, je le redis bien, quand il s'agit de principes conjugaux. C'est donc mieux de partir sur des principes conjugaux. Le premier, c'est de considérer qu'il n'y a pas de couple idéal à modéliser dans un détail d'action, mais des couples idéaux dans leurs spécificités respectives. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point que je voudrais mettre en évidence, c'est que seule la singularité conjugale prime dans un couple idéal. Je suis un couple et je sais que nulle part ailleurs sur la planète, mon couple n'existe de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Ce qui signifie que je vais prendre avec des pincettes et avec un regard plus général ce que je découvre dans la vie d'un autre couple. Je vais m'attacher au principe, non pas à l'action, à la manière de faire, mais au principe. Et par conséquent, je pourrais créer mon couple à partir de principes et non à partir de mimétisme factuel. Comme l'autre disait tout à l'heure, je fais ça avec ma femme, fais-le avec la tienne, tu verras, ça marche. Oui, ça marche avec ta femme, mais pas avec la mienne. À la rigueur, si tu veux grandir, partage-moi le principe qui régit le fait que tu fais ceci ou cela comme ça. Riche du principe, je pourrais en intelligence l'adapter à mes conditions spécifiques. Alors poursuivons avec la mesure spécifique d'un couple parfait. Premier principe, je vais l'appeler la première place. Pour être un couple parfait, et je reprends le soin de préciser un couple parfait à votre mesure, à vous deux, c'est toujours de focaliser sur des principes généraux. Et ce principe, c'est de faire en sorte que ton conjoint ait la première place. Tu entends qu'on est sur un principe. Ça veut dire que si j'interroge Pierre, Sophie, Brigitte et Bernadette, j'aurai 4 manières d'exprimer ce que veut dire la première place, alors qu'ils appliquent tous les 4 le principe. Ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ce principe, donner la première place à mon conjoint ne correspond pas à la manière dont mon voisin, mon meilleur ami ou mon témoin de mariage donne la première place à son partenaire. Par exemple, quand je regarde un match de foot et que ma femme vient me parler, je mets sur pause pour qu'elle ait le sentiment d'avoir la première place, alors que mon voisin, quand sa femme vient lui parler pendant qu'il regarde un match de foot, elle n'en a rien à faire qu'il continue à regarder son match sans tourner la tête pour la regarder. Parce que pour elle, ce n'est pas important de la même façon. Donc, ce n'est pas dans la manière de faire pour montrer à mon conjoint qu'il ou elle a la première place que cela compte. C'est dans ma manière à moi de le montrer. Donc, ma question est de savoir comment, dans ma singularité et avec ma particularité comme celle de mon conjoint, je vais trouver les moyens de lui montrer qu'il ou elle a la première place dans ma vie. Après, une chose indéniable qui fait partie du principe général est de montrer à votre conjoint qu'il ou elle a la première place avant la place que vous donnez à vos enfants. Je m'adresse plus particulièrement aux femmes, parce que c'est plutôt les femmes qui ont tendance à mettre les enfants en premier, même si certains hommes ont également cette tentation. Donner la première place à vos enfants fait que vous construisez un couple qui deviendra bancal, même avant qu'ils ne partent, mais qui deviendra encore plus bancal le jour où ils partiront. D'une part, vous serez probablement bien malheureux et en manque, et d'autre part, vous aurez une relation conjugale très difficile à vivre avec votre conjoint restant, qui se demandera ce qu'il faut faire ensuite. Vous passerez votre journée à penser, à vous inquiéter pour vos enfants.
Alors que si vous vivez en mettant votre conjoint à la première place, parce que vos enfants bénéficieront de toute façon de ce regard du conjoint à la première place, ils pourront construire leur relation, leur autonomie, leur identité personnelle et leur future approche conjugale en mettant leur conjoint à la première place. Et le jour de leur départ, vous aurez un couple fort. C'est vraiment important, on est d'accord. Je pense que vous pouvez le percevoir tous les deux. Un autre principe d'ailleurs, ce sont que les échecs ne sont pas des problèmes. Encore une fois, on n'est pas sur la forme, mais sur le fond. Considérez que les erreurs dans la vie conjugale, donc les échecs, les boulettes, les coquilles, font partie du chemin de la vie à deux. Le vrai couple parfait intègre l'idée que ce n'est pas un problème majeur d'avoir encore un échec ou de ne pas réussir à trouver une solution à un problème. L'idée d'un faux couple parfait, celui qui s'abreuve de Hollywood et de Magazine People, nous fait croire que tout va bien sans conflit. Alors que le vrai couple parfait accepte que les difficultés, les conflits, les problèmes et les solutions imparfaites font partie de sa vie conjugale et nécessitent un travail continu avec la réalité des conflits. Les conflits font partie de la vie du couple. Ils révèlent des situations conjugales qui méritent d'être travaillées, qui offrent des opportunités pour avancer et construire le couple. C'est ça le vrai couple parfait, celui qui les accepte comme ça, les conflits. Alors que dans le couple parfait fantasmé, on espère éviter les conflits. On croit que l'absence de conflit signifie que tout va bien, ce qui est un mythe. J'aime beaucoup l'expression pipo pipo, comme dans la pub, une pub dont je ne mentionnerai pas le nom, mais elle rappelle que ces idéaux sont irréels. Donc à chaque fois, on se fait croire que quand il y a un conflit, c'est le signe que ça va pas bien. On pourrait se dire pipo pipo. Profitez de cette phrase pour en sourire et pour prendre conscience quand vous vous rendez compte que vous commencez à rêver d'être le couple parfait, alors que c'est simplement parce que vous avez un conflit, une difficulté, mais que vous êtes peut-être dans le vrai, le sain couple parfait et pas dans le couple parfait hollywoodien. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de happy ending qui reste sur une sorte de point d'orgue. Et même quand il y a un point d'orgue, il s'arrête. Après un point d'orgue, il y a un silence. 4e principe, c'est de créer au lieu de chercher des solutions. L'idée, c'est de ne pas espérer trouver la solution, comme on pourrait se dire, tiens, voici, c'est la solution. Et de demander à l'autre de suivre, ni de dire « dis-moi quelle est la solution ?» Parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire, mais de travailler ensemble à la solution, même si je préfère un autre terme que solution, et je sais que si tu es avec moi en coaching, tu es en train de réagir à ce moment-là, mais on en est là sur un podcast. Qu'il s'agisse d'erreurs, d'échecs ou de conflits, l'objectif est de collaborer, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est bien l'étymologie du verbe collaborer. Ou bien de coopérer, ça veut dire d'opérer ensemble, en étant très proches l'un de l'autre. Quel que soit le terme employé, c'est de créer quelque chose ensemble. 5e principe, vivre l'un avec l'autre plutôt que l'un pour l'autre. Être un couple où les conjoints vivent l'un avec l'autre plutôt que l'un pour l'autre change considérablement la dynamique de la vie. Dans vivre pour l'autre, il y a cette notion d'oubli de soi. Surtout, ne t'oublie pas, ne vous oubliez jamais respectivement, c'est terrible. Vous risqueriez de présenter la facture à votre partenaire un jour. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Ne vivez pas pour l'autre, ni même pour vos enfants. Vivez avec votre partenaire, vivez avec vos enfants, partagez quelque chose avec votre conjoint, la communion, vous-même, votre corps, mais jamais pour. Quand vous faites l'amour, partagez votre sensibilité, votre préoccupation, vos passions avec, vivez-les avec l'autre, pas pour l'autre. Ne vous oubliez pas et ne vous donnez pas un rôle de soignant, de protecteur, de parent, de sauveur. On est là avec l'autre. Et ça fait une énorme différence. Vous avez compris que nous prenons une distance d'avec le mythe du couple parfait depuis le début de cet audio. Ce couple mythique qui nourrit la déception,
la frustration, la culpabilité, l'impression d'être à côté, de ne pas être suffisant, et que nous nous dirigeons vers un couple qui se construit en conscience, pleinement ancré dans la réalité de sa vie conjugale avec les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Un couple parfait n'existe pas, chacun a sa singularité et la vie de couple est un va-et-vient constant de bonheur, de jouissance, de difficultés, de conflits, de tensions, de satisfaction, d'insatisfaction. En fait, le couple se construit dans la coopération avec un objectif commun, tout en se construisant individuellement. On ne construit pas l'autre conjoint, on construit le couple ensemble, après s'être construit soi-même. Si nous essayons de construire l'autre, nous tombons dans un rôle de soignant, guérisseur, parent, tuteur, protecteur, etc. Non, on se construit soi-même pour construire le couple. Ça sous-entend d'emblée que si on ne se construit pas soi-même, on va dépendre du couple. On risque de sucer le couple comme un vampire. Prenez soin de vous, prends soin de toi. Même en couple. Sois en couple, non pas dans un couple parfait, mais dans un couple vrai, avec les 5 principes que j'ai mentionnés jusqu'ici, parce que c'est être dans un couple vrai qui fait un couple parfait. Un couple dans lequel on est véritablement soi, un couple dans lequel on apprend à construire, à se mettre à l'écoute, à se chercher, à se nourrir, à prendre de la distance, à apprendre de l'autre et à co-construire. Ça fait un couple parfait.